Focus Podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Focus. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi sensible que fondamental, l'obésité. Un mot souvent mal compris, caricaturé, jugé et pourtant bien plus complexe qu'une simple question de poids. Pour en parler sérieusement, sans raccourci ni culpabilisation, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Coralie Métavant, médecin nutritionniste au centre spécialisé de l'obésité du CHR Metz-Thionville. Dans cet épisode, on va parler de la réalité du terrain avec les patients en situation d'obésité, du rôle d'un CSO et du travail pluridisciplinaire, du rapport au corps, à l'alimentation, au sport, des idées reçues, des échecs répétés, mais aussi de vraies réussites. Un échange humain, médical, nuancé et surtout nécessaire. Installe-toi confortablement, on commence, c'est parti. Ok, donc bonjour docteur Métavant Coralie, comment vas-tu pour commencer? Très bien, merci. Heureux de t'avoir sur le podcast donc pour parler un sujet un petit peu de société, on va dire, l'obésité. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Alors, j'ai fait un internat de médecine générale. À la fin de celui-ci, j'ai fait un diplôme complémentaire en nutrition. Donc maintenant, je suis médecin nutritionniste. J'ai travaillé pendant 2 ans ici à l'hôpital Bel-Air, dans le service de nutrition en tant qu'assistante spécialiste. Et à l'issue de ces 2 ans, je suis restée comme praticien hospitalier. Donc finalement, c'est l'équivalent du CDI à l'hôpital quand on est médecin. Et donc je travaille depuis 10 ans maintenant dans ce service de diabétologie, endocrinologie, nutrition, où on prend en charge les patients qui sont atteints de maladies des glandes, dont le diabète, mais aussi de dénutrition ou d'obésité. Ok, donc il y a Et les deux, vraiment dénutrition voilà, et l'obésité. Ouais. c'est ça. Et en plus de tout ça, depuis plusieurs années, je suis médecin référent du centre spécialisé de l'obésité Metz-Thionville, donc qui est porté par le CHR Metz-Thionville. Ok, petite question aussi, est-ce que tu es parti là-dedans vraiment pour un combat peut-être personnel ou familial ou vraiment c'était quelque chose qui te passionnait Alors, moi, j'ai toujours aimé la physiologie des hormones et l'alimentation. J'ai toujours trouvé ça assez intéressant. Et finalement, pendant mon internat, j'ai découvert qu'on pouvait vraiment allier tous ces aspects pour prendre en soin les patients. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Ok. Et quel est vraiment ton rôle précis donc au sein d'un CSO? Euh, donc, Quel est un finalement, en peu fait, ton quotidien, quoi? ouais. Alors le CSO, donc c'est une entité transversale, c'est-à-dire c'est pas un couloir dans l'hôpital. Ça regroupe vraiment, des différentes, spécialités qui travaillent dans l'obésité. Donc on va avoir, des enseignants d'activité physique adaptée, des diététiciennes, des psychologues, des médecins nutritionnistes, des chirurgiens. C'est pour les principaux, mais on travaille vraiment avec tous les services de l'hôpital. Et notre objectif dans le CSO, c'est de prendre en soin les patients qui ont les obésités les plus sévères et les plus complexes, et aussi de former en fait les professionnels qui travaillent dans l'obésité, donc essentiellement de la ville finalement et de l'hôpital, pour qu'ils puissent prendre en soin au mieux leurs patients. Et moi, en tant que médecin nutritionniste, en tant que médecin référent du CSO, je coordonne le CSO. Donc, je m'assure qu'on suit bien les dernières recommandations pour la prise en charge des patients. Je travaille en lien avec tous les C'est toi professionnels qui du chapeautes un CSO. peu tout, quoi. Voilà, c'est un peu ça. En plus de ça, je suis quand même médecin, donc je soigne quand même les patients. Et donc, je les suis en consultation et je fais comme n'importe quel médecin, quoi. Ok. Quelle est la différence entre un nutritionniste et un diététicien, du coup, Ah! au sein de ton pôle et puis Ouais. dans la pratique en général? Alors, en fait, on peut qualifier quelqu'un de nutritionniste à partir du moment où il a fait une formation en nutrition, D'accord. quelle qu'elle soit. Donc, si tu vas apprendre 10 heures la nutrition sur internet, tu pourras dire je suis nutritionniste. Ok. Donc la diététicienne, elle a une formation en fait de plusieurs années qui est cadrée. Le médecin aussi, mais le médecin nutritionniste, mais on n'a pas les mêmes fonctions. C'est-à-dire que la diététicienne, ça va être plutôt celle qui rééduque le comportement alimentaire. C'est l'équivalent du kiné dans l'alimentation Ok. finalement, alors que le médecin est
hem, s'occupe, vraiment enfin voilà, moi j'examine mes malades, je m'occupe de l'histoire pondérale, des troubles des conduites alimentaires et cetera. Donc je m'en occupe un peu plus dans la globalité. OK, ouais, la diététicienne, c'est vraiment plus sur Ouais, l'alimentation et la nutritionniste, ça va être vraiment exactement. sur, plus la globalité. OK. Ouais, les TCA, on en reviendra un petit peu plus Oui. tard. Et qu'est-ce qui différencie vraiment donc un suivi dans un CSO, que dans un suivi, classique, on va dire, en cabinet, chez un médecin traitant ou autre? Alors, en soi, il y a pas, énormément de différence dans la mesure où, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'obésité, c'est une maladie, pluridimensionnelle. Il y a plein d'aspects à travailler finalement, on a besoin de coordonner tout le monde et donc que les patients, ils aient une prise en charge en général psychologique, diététique, au moins, en plus de la prise en charge médicale. C'est vrai que, en ville, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas toujours accès aux diététiciens, aux psychologues. Il y a pas de pour le moment, il y a pas de prise en charge par la sécurité sociale, de l'intégralité des séances et cetera. Par contre, au CSO, alors chez nous, la majorité des consultations sont gratuites, hein, ça coûte vraiment, peu aux patients. Mais au CSO, on est censé prendre en soin les patients qui sont les plus compliqués. Les plus simples sont censés rester en ville et les médecins, libéraux, essentiellement médecins généralistes ou médecins nutritionnistes de ville peuvent nous solliciter quand, ils sont en difficulté, quand, les patients deviennent trop compliqués ou quand ils savent pas quoi faire. Mais en théorie, on a plutôt une mission d'expertise et ensuite les patients reviennent vers la ville et continuent leur suivi en fait, entre tous les professionnels, mais de la ville. OK, donc c'est vraiment, les médecins généralistes qui peuvent, orienter directement, Exactement. les personnes, directement chez toi? Oui. Ils peuvent venir d'eux-mêmes directement ou il faut qu'ils passent par un Chez généraliste nous, quand même? on fonctionne par un système de courrier de la part du médecin traitant pour, OK. identifier la demande et voir s'ils sont vraiment, s'ils ont vraiment des bénéfices à tirer de venir chez nous, en fait, ou si on peut leur faire leur suivi en ville et puis bon, des fois, on a des demandes de patients qui disent, qu'ils sont, atteints d'obésité alors qu'ils ont un IMC à 27 par exemple, Ouais, qui n'est donc pas pas une du tout, quoi. obésité, quoi. Donc voilà, ça la, mmh, la perception du problème par les patients n'est pas toujours, Oui, la même que la la perception même que médicale, quoi. voilà, OK. Après, c'est vrai que ce qui est bien chez vous, c'est qu'au moins il y a tout, comme tu dis, donc c'est une maladie qui est pluridisciplinaire ouais, et donc du coup, il y a vraiment tous les praticiens qui sont au même endroit. Ça évite d'aller à chaque fois à droite, à gauche, je c'est pense ça. peut-être galérer aussi avec les rendez-vous. Ça vous permet de vous envoyer, des Ouais, patients, ouais, puis nous on fonctionne beaucoup, par, des hospitalisations de jour où les patients viennent, en fait sur une même journée et voient l'infirmière, la diététicienne, le psychologue et le médecin et ça nous permet, vraiment de faire une réévaluation, ensemble à un même moment, de pouvoir échanger entre nous. On gagne vraiment en qualité de soins et puis, ça permet, voilà, que la diététicienne évalue le comportement alimentaire, de son côté et moi, par exemple, ça me libère cette partie-là dans ma consultation et ça me permet de me concentrer sur d'autres choses. Donc, on gagne vraiment et chacun fait son domaine finalement et on partage. ouais, donc pouvoir avoir après des réunions, dire: «Bon, on Mmh. va parler du patient untel, voilà, moi j'ai, Oui, tel truc». OK, d'accord. mmh. OK, On appelle ça des réunions de concertation pluridisciplinaires, ouais. OK, intéressant. On va parler un peu chiffres, donc ce que j'ai noté, donc il y a 18 d'obésité en France en 2024, ce qui équivaut environ à donc 10 millions de personnes et dont, 20 de ces 18 sont en Moselle. Ouais, non, c'est 20%. En fait, c'est 20% d'obésité en Moselle. OK, Ouais, d'accord, c'est juste qu'on a une prévalence qui est supérieure à la moyenne, nationale. OK, magnifique. Ouais. Chez les enfants, on parle de Si seulement. 270 000, Mmh. dans le Grand Est Oui. et dont 50 000 en Moselle. Donc je parle de la Moselle parce que c'est là où on est, tout simplement. J'avais noté un petit peu donc ouais, des chiffres assez alarmants, surtout que ça ne cesse pas de monter, au fur et à mesure des années. 42 CSO en France, dont 4 dans le Grand Est, donc Strasbourg, Reims, Nancy et donc Metz-Thionville. Donc aujourd'hui, on enregistre donc sur Thionville. Hem Et à quel moment, donc un patient peut vraiment être orienté, vers chez toi? Donc on a dit 27, c'est un IMC donc Mmh. qui correspond à un surpoids, qui est le mien d'ailleurs. Est-ce que c'est à partir de 30, donc quand tu es en obésité ou c'est vraiment plus au-delà des 35-40 vers de l'obésité morbide, Alors, globalement, les patients, ils peuvent relever du CSO si déjà l'IMC, il est au moins supérieur ou égal à 35.
Entre 30 et 35, ça dépend vraiment du profil des patients parce que c'est pas juste une histoire de poids finalement. Parce que bon, on parle d'IMC depuis le début. L'IMC comporte le poids dans son calcul. Enfin, je pense que beaucoup le savent. Mais c'est le poids sur la taille au carré et donc enfin, ça, en fait, il faut pas catégoriser les patients dans une case en lien avec cette IMC. Ils sont pas juste un poids. Oui, Et et puis de c'est toute façon, vrai. tu as des IMC qui Voilà. sont, on va dire, faussés, Mmh. parce que tu as des bodybuilders, tu as Voilà. Et des, puis des, des toi, à nageurs ou autres. 27, je pense que tu pas beaucoup de masse grasse parce Ça que va. tu as l'air assez musclé. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Effectivement, on a des sportifs de haut niveau dans des sports de combat, où voilà, par exemple, enfin voilà, le judo, ou le rugby, enfin qui est pas un sport de combat, mais voilà, et où Grosse on a des carrure, hommes ouais. très musclés avec, un poids très élevé. Ils peuvent avoir un IMC à 35, mais ils n'ont pas du tout le même profil métabolique que quelqu'un qui a un IMC à 35 et qui est dans son canapé toute la journée. Exactement. Et la masse musculaire, c'est hyper important. Et aujourd'hui, l'IMC ne reflète pas correctement finalement le contexte. Donc, la HAS a sorti des recommandations il y a quelques années et ils essayent de coller un peu plus à la réalité en pondérant cette IMC par le contexte. Et donc, il y a aussi des notions de trajectoire pondérale. C'est sûr que, bah voilà, des patients qui ont vraiment décollé en termes de poids, rapidement, ça peut être une indication à ce qu'on les voit au CSO. Des patients qui ont des gros troubles des conduites alimentaires, on peut les voir au CSO. Et ça, même si, ils ont un IMC qui est pas si élevé que ça finalement, c'est suffisamment sévère pour qu'ils soient vus chez nous. Ok. Voilà. Donc, du coup, tu parles aussi de dénutrition. Oui. Donc, à l'inverse, les gens qui sont en dessous de 20 au niveau de l'IMC, par exemple, Mmh. même si c'est pas tout le temps, comme tu dis, donc indicatif, Mmh. peuvent aussi donc bénéficier de vos services. Oui. Oui, alors, bah, principalement, on suit des patients qui sont dénutris à cause de cancers, surtout les cancers digestifs parce que c'est des cancers qui sont assez, amaigrissants, et puis, des patients qui ont des anorexies mentales, par exemple, voilà. Mais surtout des patients qui ont des pathologies, cancéreuses, ouais. Ok. Pourquoi dire à une personne en obésité, manger moins et bouger plus est une énorme simplification, voire même une erreur? Alors en fait, l'obésité, c'est une maladie qui est complexe, très complexe. Globalement, en fait, si on se met enfin, si on mange moins, on fait une restriction calorique par rapport à d'habitude et cette restriction calorique va, augmenter la faim, réduire la satiété, augmenter les envies alimentaires et en plus, comme on a un peu maigri, on a une baisse de la dépense énergétique Mmh. et donc tout ça, et ben, ça favorise une reprise de poids derrière et très souvent, on peut avoir des effets yo-yo, en fait, où on a une perte de poids assez rapide et ensuite on reprend du poids et un peu plus que ce qu'on a perdu finalement. Heu et ça, c'est pas bon du tout, parce que, en général, c'est vécu comme un échec par le patient, hein, et ils le décrivent très bien, de toute façon, enfin, quand on les interroge sur leur passé, enfin, c'est très rare les patients qui sont atteints d'obésité, à 30-35 ans qui n'ont jamais fait, un yo-yo dans leur vie. Et surtout, ça favorise l'aggravation de l'obésité. Parce qu'à chaque fois, on va remonter son poids, on va reperdre et on va reprendre, mais encore un peu plus. Globalement, c'est vécu comme un échec par le patient. Ça va aggraver l'obésité et en plus, ça va induire une résistance à la perte de poids ensuite. En fait, on entraîne un peu le corps à résister à la perte de poids. Donc, c'est pas du tout recommandé en fait de faire un régime restrictif. Bon, après, pour le fait de bouger plus, bien sûr, c'est important de bouger plus, mais dire aux patients, «Bouge plus», ça c'est pas du tout productif, en fait. En général, ils ne savent pas comment faire. Ils sont découragés parce qu'ils se rendent compte que c'est plus difficile qu'avant parce qu'ils ont pris du poids. En plus, on a des patients qui ont quand même, enfin, il y en a qui ont été sédentaires pendant toute leur vie et qui n'ont jamais, bougé. Donc globalement, on essaye de les amener aux recommandations actuelles qui sont d'avoir une activité, physique modérée, 30 minutes au moins 5 fois par semaine. Bon, j'ai tendance à leur dire 7, moi, pour être sûre qu'ils soient au moins à 5. Oui, parce que 5, tu te dis, ça Mais va donner du 2, voire du ouais, c'est 3, ça, voilà. c'est pas toujours facile, de s'y tenir et puis
finalement, c'est peut-être plus simple de prendre une petite pilule, tous les jours et voilà, que de s'astreindre à bouger pendant 30 minutes. Alors en repère pour les patients, moi j'aime bien leur dire que l'activité modérée, voilà, c'est de bouger, marcher par exemple en étant, un peu essoufflé, en pouvant faire des phrases mais pas très longues et ça leur donne un repère et c'est pas, voilà, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est pas du sport, quoi. Non, non, bien sûr, c'est Mais ça augmente la dépense énergétique, exact. ça améliore la santé mentale, ça diminue les maladies cardiovasculaires, ça améliore l'espérance de vie et ça évite que l'obésité ne s'aggrave donc ça a que des bénéfices. Ouais, c'est très Mmh. bénéfique. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est que donc tu dis, donc manger moins, donc on va mettre en place un déficit calorique. Mmh. Le problème qu'il y a, c'est que moi, quand j'ai mis en place, parce que j'ai fait une perte de poids, quand j'ai mis en place donc un déficit calorique, au contraire, je mangeais beaucoup plus. Allez, on va prendre quelques chiffres assez faciles, mais on va dire je mangeais 1,5 kg de nourriture par jour au quotidien. Et dès que j'ai commencé à mettre en place un déficit calorique, je suis passé facilement à 2,5 kg de nourriture par jour. Donc je Mais en mangeais augmentant les aliments de faible valeur énergétique, quoi. exactement. Mmh. Voilà, exactement. Et c'est là où je pense que on n'est pas assez éduqué Mmh. quand on veut justement perdre du poids. Tout le monde se dit bah il faut manger moins et il faut manger tout le temps la même chose. Du riz Mmh. blanc, des boîtes de thon, des trucs assez faciles à faire. Alors qu'en vrai, non, c'est pas du tout ça. Tu devrais justement, comme tu dis, augmenter ta satiété donc en mangeant plus. Et pour moi, c'est là où l'effet yo-yo ne va pas se produire derrière, quoi. En fait, l'alimentation, elle a 2 grandes fonctions. Elle a, le maintien de la réponse à l'homéostasie, en fait, énergétique, c'est-à-dire apporter les calories qu'il faut pour, la dépense du corps, donc être à l'équilibre, même si c'est pas juste une question de balance, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais voilà et en parallèle, le plaisir, ce qu'on appelle, l'alimentation, hédonique et le plaisir alimentaire, c'est super important et le risque, en fait, en général, quand les patients se mettent en déficit énergétique, la plupart du temps, ils suppriment les aliments qui leur font plaisir, qui Mmh, sont des aliments c'est très vrai. caloriques et cette privation, en fait, frustre le patient et en général, quand on induit une frustration, on a tendance à, rechercher encore plus cet aliment quand on y a accès et à le manger en plus grande quantité et donc nous, on travaille vraiment, très régulièrement avec nos patients, sur, la levée de ces restrictions. Il y a aucun aliment interdit et ça, il y a beaucoup de patients qui arrivent en consultation en disant: «Ah non, mais moi, je n'achète jamais de pâte à tartiner, voilà, moi j'ai enlevé le soda du frigo», voilà. Mais en fait, c'est pas interdit, c'est juste qu'il faut réussir à les manger en les dégustant, au bon moment, voilà, sans perte, de contrôle Oui, et c'est vraiment ça intelligemment, ouais. voilà et c'est ça qui est le plus difficile. Donc on fait des ateliers pour apprendre aux patients à le faire. Ouais, je discutais avec un nutritionniste, j'ai fait un podcast avec lui et justement, il avait un patient qui, mangeait donc des tartines de pâte à Mmh. tartiner, donc tous les jours et il en mangeait, 4 par matin. Ce qui est donc, un un beau chiffre en termes de calories et du coup, en fait, il a commencé tout doucement à dire, «Mais en fait, il faut pas les supprimer, du jour au lendemain», tu vois? Il faut juste commencer, peut-être à en passer à 3 tous les jours. Voilà, sur 2 semaines, comment tu te sens? Est-ce que ça va? OK. Après peut-être à 2, OK, ça va et puis après un jour sur 2 et cetera et cetera. Et en fait, il est passé donc il disait d'un chiffre de une, une trentaine de tartines, par semaine à seulement à la fin, 5 tartines par semaine et la personne, c'était OK sauf que, en enlevant les tartines, tu rajoutais autre chose. Tu rajoutais un kiwi, tu rajoutais une pomme, tu rajoutais des fraises, tu rajoutais un yaourt, Des aliments un voilà peu moins vraiment, transformés, quoi. Mmh. exactement, vraiment des aliments, bruts et on va dire un peu meilleurs pour la santé. Hem, Toi, dans ta pratique, quels sont vraiment les facteurs principaux que tu observes, donc derrière une obésité, qui est vraiment installée? Est-ce que c'est plutôt, biologique, psychologique? Est-ce que c'est, Alors social? en général, c'est un peu tout. Sur la partie, biologique, alors il faut savoir parce que beaucoup de gens ne le savent pas, que, l'obésité, il y a une base génétique. Dans 70 des cas, globalement, il y a une prédisposition génétique. Alors c'est très compliqué, voilà, on sait pas tout, il y a plein de recherches, mais on sait qu'il y a une question de transmission des gènes, parentaux. Heu, alors, voilà, on transmet pas le gène de l'obésité, mais on transmet, une prédisposition. Il y a, l'environnement dans l'utérus du fœtus,
dans l'utérus de la mère et son alimentation à elle et peut-être son obésité à elle qui peuvent favoriser. Et il y a les premières années de vie. Maintenant, on parle beaucoup des 1000 premiers jours et c'est vraiment voilà, des moments clés où l'obésité peut se préparer. Et voilà, et parfois, alors ça c'est un peu plus rare, mais on peut avoir des problèmes dans la régulation hormonale de la prise alimentaire et dans le déclenchement de la satiété. Il y a des patients qui ne ressentent pas la satiété, mais parce qu'ils ont une maladie hormonale. C'est plus rare quand même, mais nous on les recherche parce que c'est les obésités de cause rare comme celle-ci, c'est 5% des obésités sévères. Donc nous, comme on voit que des patients atteints d'obésité sévère, on en voit forcément quelques-unes par an, donc on les recherche. Ça peut nous amener à faire des recherches génétiques en fait et peut-être à leur proposer des thérapies ciblées. Donc ça vaut le coup d'être cherché. Après, il y a des maladies hormonales qui peuvent faire prendre du poids. On entend beaucoup parler du cortisol en ce moment sur les réseaux, voilà, la thyroïde. Après, voilà, les hypercorticismes qui donnent des obésités. Enfin, c'est fréquent que ça donne une obésité, mais c'est une maladie rare quand même, donc on n'en a pas tant que ça. Comparé aux 20% de prévalence d'obésité en Moselle, voilà. Après, il y a des médicaments qui peuvent favoriser la prise de poids. Donc, en général, voilà, les traitements antidépresseurs, les corticoïdes. Et puis, il y a plein de recherches sur le microbiote en ce moment. Donc, l'ensemble des bactéries du tube digestif, principalement, qui jouent un rôle dans l'obésité. Mais alors, on ne sait pas encore tout et ça fait des années et des années qu'il y a de la recherche dessus. Donc, peut-être qu'un jour, on aura des réponses là-dessus. Après, sur le plan psychologique, alors, c'est les facteurs psychologiques qui sont très fréquents dans l'obésité. On a une prévalence donc on va dire des antécédents de stress post-traumatique, par exemple, hyper important dans l'obésité. OK. Un patient sur 2 atteint d'obésité sévère a un syndrome de stress post-traumatique. Donc c'est hyper fréquent. Alors, j'ai pas les chiffres sur les psychotraumatismes en général, mais je pense qu'il y en a énormément. Heu, alors ça peut faire le lit de l'obésité en déclenchant notamment des troubles des conduites alimentaires ou des choses comme ça et en même temps, l'obésité va aggraver l'état psychique du patient en aggravant une dépression, de l'anxiété et cetera. Donc en fait, c'est très intriqué et c'est assez compliqué. Hem, on a aussi souvent des troubles des conduites alimentaires qui peuvent être associés à l'obésité et l'alimentation émotionnelle. Donc nous, on les recherche systématiquement en consultation parce qu'il faut les prendre en soin. Sinon, en fait, l'obésité finalement, c'est le symptôme du trouble des conduites alimentaires ou de l'alimentation émotionnelle. Et si on ne les traite pas, on n'arrivera jamais à traiter l'obésité. Ou en tout cas, pas dans de bonnes conditions. Et puis bien sûr, tout l'aspect social dans l'obésité, c'est hyper important parce que l'obésité touche davantage les populations défavorisées, de bas niveau socio-économique. La bonne alimentation saine, ça coûte cher. En fait, l'alimentation ultra transformée est plus accessible, plus facile à consommer. Donc, en fait, ça, c'est un réel problème. Et bien sûr que, du coup, l'environnement a un rôle très important dans l'obésité. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est malheureux, c'est que tous les produits transformés, ça coûte rien en fait. Quand tu Mmh. regardes, ça va te coûter moins cher de prendre, allez, on va prendre ça comme exemple, les cordons bleus. Mmh. Peu importe la marque, tu vois, ça va te coûter, je sais pas moi, 1,50 € les 2 cordons bleus. Si toi tu dois faire 2 cordons bleus à la maison, ça te coûte bien plus cher. Mmh. Alors certes, c'est sûr, perso, moi je préfère, c'est meilleur, c'est plus gros, c'est plus volumineux, et cetera. Mais quelqu'un qui a pas les moyens, il va se dire: tiens, Mmh. je prends ça pour mes enfants le soir, je cuisine ça et puis c'est réglé quoi, avec des gnocchis à poêler encore, Mmh. voilà le combo parfait. La catastrophe. Mais mais ouais, c'est ça qui est Non, malheureux mais quoi. après, voilà, enfin, c'est sûr que si c'est ponctuel, c'est pas un problème, mais il y a des gens qui mangent ça tous les jours et il y a un problème de connaissance aussi où les gens ne savent pas que c'est mauvais pour la santé et on sait, voilà, que ça augmente les risques de cancer, les risques de maladies inflammatoires intestinales, les risques d'obésité, c'est vraiment, enfin, sur le plan, de la santé, c'est vraiment une catastrophe, hein. Ouais, mais c'est Mmh. malheureux, mais ces trucs-là, ils sont Nutri-Score Ouais. A voire B quoi. C'est ça qui Ouais, est, donc c'est les gens se basent beaucoup par rapport à l'imp ça. Ils disent: «Bon, c'est bon,
poulet origine France, bon, bah, allez, on est en catégorie classe B. Bon, bah, ça va, c'est pas si catastrophique que ça. Tu vas chercher du miel, Nutri-Score E. Oui. Ouais, Mais après, c'est les limites du Nutri-Score, hein. Ouais, bien sûr, mais je veux dire, il y a des gens, finalement, bah, ça, c'est sorti il y a quelques années, et puis ils se disent, bah, ça, c'est le truc, quoi. Et quand je vois avec mon père, on va faire les courses ensemble des fois. Moi, je prends mes céréales un peu protéinées, tout ça, et je paye 5 € le paquet. Et lui, il va prendre les Lions ou les Frosties ou les trucs comme ça. Ah, mais regarde, c'est classe B, quoi. Ouais, enfin, je dis, bon, et puis ça coûte 1,50 € le paquet. Ouais, c'est un peu dommage tout ça, mais bon, après ça, on peut pas refaire le truc, quoi. Non, bah, après ça évoluera, peut-être quand même, hein. Bah, j'espère, oui, parce que c'est vrai que pour le porte-monnaie des gens, c'est pas très agréable. Est-ce qu'on peut encore parler d'obésité comme vraiment un simple problème de volonté? Ah bah, ça, évidemment que non. Et du coup, c'est une idée à déconstruire dans la tête de beaucoup de personnes, hein, parce que, même aujourd'hui, beaucoup de monde pense que c'est simplement lié à un problème de motivation. Mais c'est en fait, la simple, réflexion, c'est qu'en fait, on n'aurait pas 20 % d'obésité en Moselle si c'était juste un problème de volonté. Et finalement, les patients qui sont, qui viennent chez nous, ils le savent que c'est pas un problème de volonté. Je pense que concernant les patients, c'est plus, la catégorie des petits surpoids et enfin, qui n'ont pas encore fait beaucoup de régime dans leur vie et cetera et qui, eux, sont peut-être à convaincre. Mais, chez nos patients, on n'a pas besoin de beaucoup insister pour leur faire intégrer que c'est pas un problème de volonté. Par contre, dans l'idée, de la société, là, il y a énormément de travail, je pense. Le risque, en fait, en mettant l'accent sur ce manque de motivation, c'est finalement d'induire une culpabilité chez les patients qui sont atteints d'obésité et puis en fait, finalement, d'aggraver le problème et leur faire poursuivre leur prise de poids. Ce qui est chiant, moi, je trouve, chez les gens qui sont en obésité, alors je jette la pierre à personne, mais c'est que dès que tu commences à parler de leur poids, il y en a beaucoup, en fait, ils vont tout de suite se vexer et ils vont mettre ça, le lien avec la beauté physique, l'aspect physique, etc. Alors qu'au final, beaucoup parlent juste, au fait, d'un point de vue santé. Moi, je sais que j'ai déjà parlé à des gens de leur surpoids, euh, voire même de leur obésité pour certaines personnes. Et ça a tout de suite été mal vu. Oui, mais moi je suis bien comme je suis. Euh, c'est les autres qui sont peut-être trop maigres. Moi je suis pas. Mais au fait, je te parle pas spécialement de ton apparence physique. En fait, je parle juste de la santé et tous les problèmes qui vont en découler derrière. Tu vois. J'ai des amis qui ont entre 30 et 40 ans, qui ont des problèmes d'hypertension suite à leur surpoids. Et c'est pas le surpoids, c'est non, j'ai une maladie du cœur. Tu vois. Mais oui, mais peut-être que ton surpoids, peut-être il joue, peut-être pas du tout, hein. Mais peut-être si tu te mettais à entreprendre une perte de poids, ben peut-être que ta santé irait mieux derrière. Mais si tu essayes pas, tu peux pas savoir. Donc, tu vois, moi j'ai toujours vaut mieux essayer de mettre les chances de son côté et que ben si ça s'arrange, tant mieux, que d'être sous-caché à vie de 30 ans jusqu'à tes, je sais pas quel âge, tu vois. Oui, bah, en tout cas, ça vaut le coup de les évaluer et de voir ce qu'on peut faire. Après, on a des patients qui ont une obésité depuis la petite enfance, euh, mais qui ont finalement stabilisé les choses parce que ils mangent équilibré, sans excès, il y a pas de troubles des conduites alimentaires, il y a une activité physique régulière et leur poids se maintient comme ça. Parce que la balance, elle est à l'équilibre finalement et donc le risque, chez ces patients-là, c'est de leur faire un premier régime restrictif. Par exemple, s'ils sont mal guidés auprès d'un Ah oui, oui, toujours te professionnel tourner, lambda voilà, vers quelqu'un de et professionnel, un ouais, coach sportif, ça un c'est nutritionniste, un voilà, diététicien ou autre, mais pas de se lancer dans un truc tout seul, ça c'est sûr, parce que comme tu c'est dis, ça, faut être quelqu'un qui accompagné. n'est pas formé va se lancer dans un truc très restrictif, Mmh, et puis bah derrière ça va encore aggraver mmh, le problème. D'où donc je te disais, tu vois, mon collègue avec qui je vais enregistrer aussi un podcast, lui ça a été ça, il est parti dans une perte de poids, il m'a dit pendant 4 mois, euh, il a perdu 25 kilos, bah, il mangeait que du riz et des boîtes de thon, tu vois. Mais quand tu manges riz, boîte de thon, bah au bout d'un moment c'est cool, tu vas perdre, mais derrière, bah, dès que tu vas remanger normalement, mmh, voilà, tu vas remonter et il est remonté encore plus haut mmh. que son poids de départ et c'est là justement où après il y a d'autres choses qui sont mises en place
pour En lui? en général, derrière le régime, les sensations, de faim et les envies sont augmentées et en plus, on stocke plus facilement. Donc c'est vraiment le combo idéal pour, reprendre du poids. Oui, ça, parce que de ce que j'avais lu, c'est que ton corps, au final, vu que tu lui donnes beaucoup moins de nutriments et de nourriture, il va stocker parce qu'il sait pas justement quand est-ce qu'il va pouvoir remanger et c'est là où tu fais plus de stock, au final Mmh. qu'autre chose. Quel est l'impact vraiment du regard social et médical sur les personnes en obésité? Alors le problème, c'est finalement, la stigmatisation. Hem, En fait, on a, la stigmatisation, ça risque, d'augmenter finalement la dépression, les troubles des conduites alimentaires, et de limiter le recours aux soins et du coup, finalement, d'aggraver l'obésité. Donc c'est, vraiment hyper important, que le patient soit en confiance dans son soin et qu'il soit, suivi avec bienveillance, finalement. Donc l'important, c'est d'éviter, le jugement de la part des soignants. Alors, bon là, au niveau sociétal, c'est encore autre chose parce qu'il y a en plus, il y a des problèmes de méconnaissance, mais qu'on trouve aussi chez les soignants, hein, mais c'est vraiment il faut qu'on travaille là-dessus pour, déconstruire un petit peu les idées reçues. Est-ce que tu penses que dès le plus jeune âge, à l'école, tout ça, ça pourrait déjà, les choses être mis en place Ouais. pour, Ouais, je pense que c'est hyper important. Bah, on le voit, hein, dans des problématiques de harcèlement scolaire, des choses comme ça. Finalement, enfin, c'est le rôle des parents aussi d'apprendre à leurs enfants que chacun est différent, que les corps sont tous différents et les vécus sont différents et très souvent, voilà, les enfants qui sont atteints d'obésité, ils ont un vécu qui est un petit peu plus, difficile, que les autres et au contraire, en fait, il faut être très vigilant avec ces enfants-là heu et au moindre, signe de malaise, de harcèlement ou quoi, vraiment, prendre les mesures, nécessaires parce que finalement, c'est des choses qui vont s'aggraver avec le temps et puis, l'obésité va s'aggraver aussi et on va se retrouver dans des situations, un petit peu catastrophiques qu'on voit chez les adultes aujourd'hui, quand on les interroge en consultation et qu'on évalue les psychotraumatismes. Moi, je le fais toujours à ma première consultation. Alors ça peut leur paraître bizarre, hein, parce qu'après avoir parlé de l'histoire du poids, de la façon dont ils mangent et ben, je leur demande, voilà, s'ils ont vécu des choses, difficiles dans leur vie, heu et heu et c'est vrai que, ben, souvent le harcèlement scolaire, ça ressort. oui, bah, Chez après les enfants entre eux, chez c'est chez une des patients de catastrophe. 25-30 ans, ils me parlent, voilà, du harcèlement qu'ils ont subi au collège, quoi. Mais là, ça te permet dans ce cas-là, si maintenant tu as un patient qui vient qui te dit: «J'ai pas de problème particulier psychologique», voilà, peut-être juste une séance peut-être avec la psychologue pour vraiment être Mmh. sûr Ouais. d'évaluer, mais sinon finalement C'est ça, parce que bon, c'est pas mon métier non plus et je me dis que je peux passer à côté et puis mmh c'est peut-être mieux que ce soit une psychologue qui aborde les choses. Mais si moi je trouve le psychotraumatisme, c'est sûr qu'on part sur un suivi, ouais, psy, bien sûr, très ouais, ouais. poussé, quoi. Mais voilà et je pense qu'à l'école, ça c'est bien un message, qu'on peut faire passer aux parents, c'est, de réagir si leur enfant est victime de harcèlement ou harcèle finalement en fait, en apportant les informations qui vont permettre d'éviter le jugement, en fait, de la part de l'enfant. Ouais, ouais et puis c'est surtout, Mmh. aux enfants harceleurs justement, aux parents là Ouais, oui, c'est ça. qu'il faut vraiment, pas hésiter à taper, sur les doigts, C'est vrai qu'on voit même des fois sur les réseaux sociaux, des parents qui filment un peu leurs enfants, bah, voilà, il a fait telle bêtise, à l'école, envers une camarade, bah, voilà, c'est telle punition, tu vois? Vraiment publiquement finalement d'avoir la honte, Ouais. à elle, harceleuse quoi. Mais, comment tu travailles avec des patients donc qui arrivent déjà, on va dire épuisés, qui culpabilisent à fond ou alors vraiment en échec après des dizaines de régimes? Alors, déjà, je leur explique les mécanismes de l'obésité. Alors je rentre pas, dans des détails très poussés en termes de biologie, mais je leur explique comment, arrive l'obésité. Je les déculpabilise déjà beaucoup en leur parlant, de l'héritabilité de la prédisposition génétique. Ça joue beaucoup, je pense et puis, je leur explique pourquoi les régimes ne fonctionnent pas et ça permet un petit peu de les soulager, je trouve, en consultation parce que, je pense que souvent c'est la première fois qu'ils l'entendent et en fait ça les rassure et ça les valorise un petit peu, enfin, en tout cas ça limite la dévalorisation. Mmh. Heu
parce que, finalement chaque régime, ça altère un peu la confiance en eux et je pense que c'est vraiment, c'est important de la restaurer. Après, voilà, l'objectif, c'est vraiment de leur montrer qu'on les juge pas et qu'on les accompagne. Oui, vraiment, tu es là Mmh. pour accompagner, tu es pas là Mmh. pour juger, quoi. Est-ce que la balance, c'est vraiment toujours un indicateur pertinent dans le suivi? Ouais, alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, voilà, c'est, réduire le patient au poids, c'est un petit peu, juste, ça enfin, juste dans le sens, limite, quoi. C'est un peu insuffisant. Ce qui est important finalement, c'est plutôt le contexte, métabolique qui est associé, donc les complications de l'obésité. Et d'ailleurs, on peut avoir 2 patients avec des IMC à 40, l'un qui n'a aucune complication et l'autre, qui a, un diabète, une hypertension, des apnées du sommeil. Bah, ce patient-là, il va être, beaucoup, beaucoup plus fragile finalement que celui qui n'a pas de complications, alors qu'ils ont un IMC identique. Donc moi, je suis pas forcément le poids, à chaque consultation. Les patients qui veulent pas se peser, je les pèse pas. Voilà, on n'est pas intrusif en fait, hein, mais c'est vrai que s'ils partent, enfin s'ils me disent pas qu'ils ne veulent pas être pesés, je le fais systématiquement parce que ça fait partie de mon examen clinique, mais j'y accorde pas une importance, extraordinaire. Après, on a des patients qui veulent qu'on enlève le poids de nos ordonnances parce D'accord. que finalement sur nos ordonnances de l'hôpital, le poids se met tout seul. Oui, poids, taille, c'est Pour, ça, hein? bah, alors, que le poids, mais c'est OK. pour les pharmaciens en fait, pour, Ah, pour le ouais, certains médicaments, et cetera. Mais, en vrai chez l'adulte, ça a quand même très peu d'utilité mais moi je peux pas l'enlever à chaque fois parce que j'y pense pas mais j'ai certains patients qui me demandent de l'enlever parce qu'en fait, ils ne veulent pas être jugés, dans leur pharmacie ou voilà, ou même à la maison si l'ordonnance traîne sur une table, voilà donc, il y a quand même une problématique liée à ce poids. Il y a des ouais, c'est patients dommage qui parce que surtout enfin, moi, je trouve que visuellement, de toute façon, une personne qui est à 50 kilos, tu le vois. Une personne qui est aux mmh, alentours de 100 kilos, tu le vois et quelqu'un qui fait 150 kilos, bah, tu le vois aussi. Tu peux pas le oui, cacher, ni, ta «minceur» entre guillemets, ni ton obésité. oui, Donc finalement, bon après voilà, ça reste je pense, problème psychologique aussi. oui, Voilà, de sur lequel on vraiment travaille, que hein, oui, que personne puisse poser mmh. un chiffre vraiment concret sur la personne. Après, bon, Mais, en vrai, ce qui compte vraiment, c'est de traiter les complications de l'obésité, d'éviter que l'obésité ne s'aggrave, voire de réduire le poids, ça c'est, l'idéal et que les patients n'aient pas de troubles des conduites alimentaires oui, ça c'est super et important, bien sûr. et ça finalement, c'est dans l'interrogatoire et ça fait pas partie de notre examen, corporel, quoi. Parce que qu'est-ce que tu as comme outil, pour voir, on va dire, si la personne va dans le bon sens? Parce que donc si tu les pèses pas, est-ce que tu as, peut-être des outils, tu mesures, tu prends des photos, peut-être même des habits que la personne pourrait peut-être se dire: «Bah tiens, je ramène des habits que je mettais avant». Je sais pas. Ouais, alors, moi principalement, c'est, voilà, des patients, moi j'ai des patients, des fois ils perdent pas de poids, mais ils sont contents parce qu'ils remettent des habits qu'ils mettaient plus. Principalement parce que finalement ils ont changé leur composition corporelle, ils ont perdu de la graisse au niveau abdominal Mmh. et du coup ils arrivent à remettre des pantalons qui ne leur allaient plus et cetera. Donc ça, c'est déjà une bonne victoire et puis, vraiment enfin on cherche vraiment le bien-être et l'apaisement des patients vis-à-vis de ça. Donc même une stabilisation, c'est déjà une Ouais. belle victoire. Oui, parce que l'obésité, l'histoire naturelle de l'obésité, c'est une augmentation progressive du poids tout au long de la vie. Mmh. Et c'est normal, en fait, on prend du poids au fil des années. Alors c'est ce qui nous aide à bien vieillir aussi, hein, parce que enfin, hors obésité, on prend un petit peu de poids, c'est bien parce que, c'est mieux de vieillir avec un petit surpoids qu'avec un IMC normal, enfin, normal à l'âge adulte, on va dire. Mmh. Dans l'obésité, cette prise de poids, elle est un petit peu plus marquée et puis, bah, elle se fait tout au long de la vie chez des patients qui ont déjà un excès de poids. Donc finalement, le fait de stabiliser, c'est déjà une grande victoire. Alors s'ils perdent, bien sûr, c'est encore mieux, mais stabiliser, ça montre qu'on traite le problème déjà. OK. Les balances à impédance métrie. Qu'est-ce que Ouais, tu en penses? Est-ce que c'est vraiment, alors ouais, bon, je pense que tu as celle professionnelle à ouais. l'hôpital et tu as celle qui est vendue à 50 € Oui. Bah, alors chez ouais, du c'est coin. le problème, de fiabilité, c'en est un. Après, nous on l'utilise, surtout,
Moi, chez les patients, atteints d'obésité. Alors après, dans les obésités importantes, c'est pas toujours hyper fiable, même les bons appareils. C'est intéressant parfois pour motiver les patients dans la remise en activité physique. Parce qu'on a des patients qui vont, augmenter, leur activité, qui vont donc augmenter leur masse musculaire, perdre un petit peu de graisse, finalement avoir un poids stable, mais qui vont avoir du mal heu, à se valoriser dans ce qu'ils ont fait, parce qu'ils vont me dire: «Voilà, je me suis mis, à l'activité, puis finalement j'ai un poids stable, ça sert à rien». Alors, bon, après je leur explique toujours avant qu'ils vont pas maigrir avec, l'activité physique, mais qu'ils vont avoir des effets positifs qu'ils ne percevront pas vraiment finalement, ceux qu'on a cités tout à l'heure, donc l'espérance de vie et cetera. Mais, des fois, c'est un petit peu plus concret pour eux de voir que la masse musculaire a monté. Et ils Et voient qu'il y a un bénéfice qui s'est mis en place quand même, quoi. ouais, c'est ça. Et voilà, j'ai une patiente qui a une obésité très importante. Et ben, elle a perdu du poids, sous traitement médicamenteux de l'obésité, mais elle s'est mise à faire du sport, mais du vrai sport. Elle va à la natation et tout, enfin voilà. Et finalement, elle a perdu beaucoup plus de graisse que de muscle. Ce qui est très intéressant parce que, heu, elle améliore son profil métabolique. Exactement. Comment se déroule concrètement donc un peu le parcours d'un patient au CSO, de la première consultation jusque, à l'issue qu'il ait plus besoin de vos services? Alors, en général, alors bon, après ça dépend si le patient il a un projet immédiat de chirurgie bariatrique ou pas, parce Mmh. qu'on a des patients qui viennent avec, en tête une idée de chirurgie et du coup vont chez le chirurgien d'abord, sachant que les délais sont beaucoup plus courts aussi pour consulter un chirurgien. Voilà, s'ils viennent sur un projet, pas de chirurgie bariatrique clairement établi ou peut-être une petite réflexion comme ça, ils sont vus par le médecin nutritionniste d'abord. Et en fait, au cours de cette consultation, on évalue, les antécédents médicaux, et chirurgicaux, la trajectoire pondérale, l'histoire du poids finalement dans la vie, le comportement alimentaire, les psychotraumatismes, l'examen clinique. Et puis, on lance le bilan pour éliminer, une obésité de cause rare, et cetera. Et faire le point sur le plan métabolique, donc vérifier qu'il y a pas, du diabète, du cholestérol et cetera. Ensuite, on oriente les patients sur le plan médical, on les oriente en général vers le cardiologue et le pneumologue au moins pour faire la recherche des complications de l'obésité. Donc, l'insuffisance cardiaque, l'infarctus du myocarde et cetera. Tout ça, c'est en fait, bon, ouais, ils sont vus en général, sur la prévention finalement, heu, Peut-être pour pour être écarter aussi peut-être une urgence, sur ce côté-là aussi ouais, alors peut-être? en général, nous on la repère, si on a eu une urgence, mais voilà, l'insuffisance cardiaque, c'est quelque chose qui est difficile à diagnostiquer, chez le patient atteint d'obésité. Donc, c'est bien quand même qu'il soit vu par le cardiologue, une fois de temps en temps. Et puis le pneumologue, lui, va chercher, l'insuffisance respiratoire, qui est pas hyper fréquente, mais surtout, les apnées du sommeil. Mmh. Donc voilà. Et en parallèle, en fait, on initie le travail sur le comportement alimentaire. Donc nous, on oriente les patients vers, les psychologues, les diététiciens, l'enseignant en activité physique adaptée et ces 3 professionnels, travaillent avec le patient, pour, heu, manger mieux finalement. C'est pas une question de ce qu'il y a dans l'assiette, même si, un petit peu quand même, mais surtout, plutôt, améliorer le rapport alimentaire, la pleine conscience, et cetera. Et donc on travaille beaucoup sur, les sensations alimentaires, le plaisir alimentaire, les écrans pendant les repas, et puis l'activité physique finalement. Et puis la psychologue travaille, spécifiquement les psychotraumatismes également. OK. Il y a un Et cl pardon. Non, vas-y, dis-moi. Bah et donc tout ça, finalement, c'est au départ, mais ça dure, sur, 6 mois, 1 an, voire plus, hein, ça peut prendre du temps. Moi, dans le début de la prise en charge, j'explique toujours aux patients que ça, c'est le socle indispensable pour prendre, en charge l'obésité et ensuite on peut surajouter soit un traitement médicamenteux, soit une chirurgie bariatrique, si les patients sont dans les indications. Mmh. En général, chez nous, ils le sont et après, ben, les patients choisissent en fait, ce qu'ils veulent, donc l'un ou l'autre ou les 2 ou rien du tout, ça arrive aussi. Sachant que, bon voilà, il y a des patients qui veulent pas de chirurgie, il y a des patients qui veulent un traitement médicamenteux, mais comme il n'est pas encore remboursé, et ben, ils le veulent pas parce que ça coûte, trop cher, ce qu'on peut tout Ouais, à ça fait on y comprendre. reviendra après au niveau Voilà. tarif, ouais. Et du coup, c'est
ces patients, on continue à les suivre quand même, c'est pas un souci. Derrière, voilà, quand il y a des nouveautés thérapeutiques, on en parle. Moi, il y a des patients que j'ai suivis pendant des années, sans rien faire de plus que le socle pluridisciplinaire psycho, diète, APA. Et en fait, j'ai pu leur proposer un traitement médicamenteux de l'obésité, en 2024 quand ils sont sortis, quoi. Mais ça faisait des années que je les suivais avant et qu'on n'avait pas de solution, vraiment, efficace, quoi. Parce que cette rééducation, pluridisciplinaire, ça marche, hein, parce que ça évite de prendre du poids, mais c'est rarement ça qui permet de mettre en rémission l'obésité. OK. Pour le suivi, vous avez peut-être un petit carnet, la personne doit vous dire ce qu'elle mange au fur et à mesure Ah, de la journée, de la semaine ou? non, alors ils sont interrogés quand ils voient la diététicienne. Au tout début, ils font des journaux alimentaires, mais ça dépend vraiment si les infos sont facilement, hem recevable en consultation ou si, le patient a du mal à se souvenir, par exemple. Mais sinon, c'est vraiment juste de l'interrogatoire, basique parce que, en fait, on veut pas, forcément savoir, voilà, s'il a mangé la moitié de l'assiette en viande ou s'il a mangé un tiers de son assiette, mais plutôt, savoir, s'il y a eu des compulsions alimentaires, combien il y en a eu dans la semaine, si, il y a des interdits alimentaires encore, si, il arrive à prendre ses repas avec toute la famille ou s'il est obligé de se cacher, enfin voilà, c'est plutôt sur cet aspect-là qu'on travaille. Ouais, donc plus sur les Plus que TCA finalement que Oui, sur, l'alimentation globale, quoi. c'est ça. Parce qu'en OK. général, ils savent très bien ce qu'il faut manger Oui, oui, non, bien et sûr, ouais, ouais. c'est en général, les patients atteints d'obésité qui ont vu, 5 diététiciennes dans leur vie, c'est un peu comme les anorexiques, hein, enfin, c'est des profils de patients qui savent très bien la valeur nutritionnelle des aliments et qui savent très bien, comment on fait une alimentation équilibrée, mais ils n'y arrivent pas. D'accord. Quelle est vraiment la place donc du travail, pluridisciplinaire dans le suivi? Ah oui, bah, du coup, j'en ai, déjà, un petit peu parlé C'est finalement. essentiel de toute façon, il y a pas de Ouais, c'est la pas de base, hein. secret, quoi. Ouais, c'est la base. Donc la diététicienne, elle va surtout travailler le comportement alimentaire finalement. La psychologue, va travailler, le rapport alimentaire, l'alimentation émotionnelle, donc le fait de réguler ses émotions par De manger l'alimentation. ses Exactement, émotions, manger ouais. ses émotions et va, aussi, travailler les psychotraumatismes s'il y en a et le lien alimentaire s'il y en a. Parce que voilà, il y a des patients où il y a vraiment un fort lien avec, du vécu et l'alimentation. L'enseignant d'activité physique va remettre le patient en activité, en sécurité, Mmh. et en confiance finalement pour, tous les bienfaits de l'activité physique et puis, en fait, les 3 là sont vraiment indispensables et ils sont vraiment la base de la prise en charge et Et ils c'est travaillent en lien tous les 3. oui, une personne sédentaire, tu peux pas lui dire: «Demain, mets-toi à aller faire de la course à pied», Ouais, voilà, voilà, comme non, tu dis, faut y aller pas à ça va pas pas, marcher, il risque de se blesser, il va se décourager et puis, oui, c'est il va le f contre-productif de toute voilà, façon il va le faire une fois et puis, et puis c'est et fini. puis c'est fini. Hem, Comment vraiment vous adaptez donc la prise en charge à chaque patient, alors que les profils sont assez, différents? Alors, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais, un patient, c'est pas juste, un poids, un IMC et ils ont tous un vécu différent et c'est pour ça qu'en fait, c'est des longues consultations et c'est pas facile en ville, de faire ça. Nous, on a cette chance à l'hôpital, c'est d'avoir vraiment du temps, pour, comprendre le vécu du patient, comprendre où il en est dans son cheminement et pouvoir l'aider à avancer. Heu c'est vraiment il faut axer la prise en charge sur, les mécanismes dominants qui jouent dans l'obésité chez ce patient. En fait, tous les patients ne vont pas avoir, par exemple, des troubles des conduites alimentaires. Mais ça va pas forcément être, le ce qu'il y a de plus Problématique? problématique et donc ça servira peut-être pas à grand chose de vraiment, insister, là-dessus alors qu'il y en a pas. Et vaut mieux se concentrer sur les autres aspects finalement. Donc ça dépend vraiment, de chaque patient et c'est très personnalisé. OK, et tu disais que du coup, ça allait plus vite d'avoir un rendez-vous chez un chirurgien que de chez vous. Du coup, c'est quoi à peu près le délai? Parce que du coup, oui, c'est sûr, si maintenant comment dire? Une consultation qui dure, 2 heures ou 3 heures, bah, c'est sûr, tu peux pas en avoir, 15 par jour. Contrairement à un médecin, Mmh. qui est, en ville, qui lui peut Mmh. voir une quarantaine de patients à la journée. Mmh. On est sur un délai de combien de temps chez Ouais. vous à peu près? Alors, déjà la consultation nous c'est 1 heure.
c'est pas si long que ça, mais bon, 1 heure et puis c'est des consultations fatigantes, en fait. Non, mais Parce 1 heure, c'est que déjà une belle consultation, ouais hein, franchement. et puis ça demande beaucoup de concentration, moi, les patients régulièrement pleurent dans mon bureau, enfin c'est quand même, émotionnellement, c'est pas toujours Fatigant, ouais. facile, ouais et par contre, les délais pour les premières fois, chez nous, c'est entre 6 et 12 mois. Alors on était sur 12 mois, quand il y a eu la sortie des traitements médicamenteux de l'obésité parce qu'on a eu pas mal de demandes. Là, ça se lisse un petit peu et puis ouais, je dirais qu'on est sur du 6 mois de délai, là. OK. Ouais, donc quand même, ouais. Oui. Et en patients, on va dire, tu tournes à combien à peu près de patients? Ah, j'ai, aucune idée, Parce que du coup, tu peux pas te souvenir de chaque cas non plus personnellement, je pense? non. Mais non, mais franchement, je sais pas combien, heu, sous traitement médicamenteux, je pense que j'en ai une trentaine OK. et après, dans la filière de chirurgie bariatrique, on en a beaucoup plus et je pense au moins une centaine, rien que pour moi Et vous êtes combien donc et de on est médecins? 3. Alors on est 3 médecins, mais on est à peu près 0,6 équivalents temps plein. D'accord. Parce qu'on est 3 médecins, mais on ne fait pas que ça tous les 3. Ouais, ouais, OK. Donc Ouais, vous avez d'autres, fonctions à côté. bah, le CSO pour moi, la diabéto, la dénutrition, ça complète finalement et je fais pas que de l'obésité, quoi. OK. Heu, Comment vraiment tu fais pour aborder l'alimentation sans tomber vraiment dans le contrôle permanent ou vraiment l'obsession chez un futur patient? Alors c'est difficile, hein, parce qu'on a beaucoup de patients qui sont dans le contrôle, le fort contrôle, et d'ailleurs, quand on arrive à leur faire lever le contrôle, ils ont tendance à prendre un petit peu de poids et ça les affole parce qu'ils se maintenaient à un poids un petit peu inférieur grâce à cette restriction, volontaire. Hem, En fait, vraiment la base, c'est de travailler sur la pleine conscience, sur, les saveurs des aliments, sur la dégustation, l'observation. On fait faire des ateliers, hein, de groupe aux patients où on leur fait, réapprendre à déguster ce qu'ils mangent et heu et la pleine conscience, c'est hyper important parce que c'est ce qui contribue à, l'aspect, hédonique de l'alimentation et donc c'est dans les 2 grandes fonctions dont on parlait tout à l'heure, les 2 fonctions alimentaires et on a besoin de ce plaisir alimentaire et donc là, ce qu'on fait actuellement, c'est, enfin, on apprend vraiment aux patients à limiter les écrans pendant qu'ils sont en train de manger parce Ce que que c'est j'allais quand même revenir, ouais. compliqué, de manger, et de faire attention à ses sensations alimentaires quand on est devant un écran. Il y a forcément une des 2 choses qu'on fait mal. Donc moi, c'est ce que je dis, toujours à mes patients, c'est en fait, si c'est leur travail et qu'ils font mal, bon bah, c'est leur problème, mais si c'est leur alimentation qui en pâtit parce qu'en fait, ils sont pas vigilants sur ce qu'ils ressentent, en fait, ça sert à rien, ce qu'on fait. Donc il faut vraiment couper les écrans et ça, c'est très compliqué parce que les écrans sont partout et Bah, quand c'est 90 des gens, je pense, mmh, mangent devant moi personnellement, hein, je mmh, mange devant la télé, devant une série ouais ou autre chose, hein, et en fait, il faut se dire que le repas, c'est pas une perte de temps et qu'il faut se dédier ce moment-là, au plaisir alimentaire et c'est, hyper important et donc c'est voilà, normalement, on dit 30 minutes pour un repas, mais c'est 30 minutes en prenant son temps, en dégustant et en mastication, savourant ouais. ouais, en mastiquant correctement et ça, c'est hyper important et c'est comme ça qu'on va permettre de diminuer les quantités alimentaires. Finalement, manger lentement, les études, elles ont montré que ça permettait de réduire de 30 l'apport calorique. OK. Parce que, le fait de manger lentement, bah, déjà, il y a le plaisir et cetera et puis, en plus, ça permet, aux signaux hormonaux d'amener, le rassasiement et ça, heu, 30 c'est énorme, Ah ouais, bien finalement, sûr, ah ouais, ouais. Non. et je le dis souvent en consultation, aux patients parce que je pense, j'ai pas les chiffres, mais je pense que j'ai au moins 9 patients sur 10 qui mangent trop vite et alors quand ils mangent lentement, je suis embêtée parce que c'est un levier sur lequel on peut pas jouer, mais quand ils mangent vite, c'est une cause évidente à traiter et c'est de manger lentement et en fait, devant la télévision ou devant son téléphone, on mange trop vite parce qu'on fait pas attention, en fait et puis on enchaîne Oui, et puis tu on remet une enchaînes cuillère fourchette après alors que la bouche cuillère, n'est pas vide et ça va pas, en fait, parce que, bah, le plaisir n'est pas là, mais en plus on mange trop vite et donc pour, l'organisme, c'est pas gérable et le fait de manger lentement fait aussi, qu'on revient moins vite
à l'alimentation, en fait, on a moins ce manque derrière parce qu'on a répondu à son plaisir. OK. Ouais, c'est assez complexe quand même. Ouais, c'est très complexe. Mais c'est des choses qu'on sait depuis longtemps, hein, mais il y a quand même des études récentes qui renforcent ça. OK. Quelle est vraiment donc la place des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire chez les personnes en obésité? Bah, c'est très fréquent. Alors, il y a souvent de l'hyperphagie boulimique, donc c'est des compulsions alimentaires répétées, avec une perte de contrôle, des sentiments de dévalorisation, et il y a des critères psychiatriques très précis, mais c'est ce qu'il y a de plus fréquent et globalement, les troubles des conduites alimentaires, c'est au moins un patient sur 2 dans les obésités sévères. OK, quand Donc même, ouais. c'est très fréquent, Ouais. ouais. Ouais, c'est ça que j'avais noté, sur les réseaux sociaux en ce moment, je vois beaucoup de jeunes femmes qui donc étaient en surpoids. Mmh. Heu, Ensuite elles sont devenues, anorexiques parce qu'elles ont développé donc justement des TCA assez sévères et aujourd'hui avec de la musculation et une alimentation adaptée, elles sont vraiment, heu, guéries, du moins, Mmh. physiquement. Après, peut-être pas psychologiquement parce que je pense que passer Ouais, par de l'anorexie, je pense que ça doit c'est vraiment difficile d'en être, guérir, hein, en général, c'est une maladie chronique. ouais, ça doit vraiment être, Ouais. assez compliqué, ouais. Mais l'anorexie, restrictive, c'est une autre forme de trouble des conduites alimentaires, mais ça fait partie effectivement de la famille. Oui, c'est soit trop Mmh. ou soit du coup tu vas à l'inverse, pas assez, Mmh. quoi. Heu, Est-ce qu'il existe selon toi une bonne alimentation universelle vraiment Mmh. pour perdre du poids? Alors, non. La réponse est non. Franchement, ça dépend vraiment, des patients, de leur origine, du pays où ils vivent, de la culture et cetera. Ce qui compte, vraiment, c'est, d'avoir une alimentation qui maintienne un poids stable, avec un bien-être pour le patient et heu et l'absence d'obésité finalement. Mais, il y a pas d'alimentation parfaite, sinon, Et il y a pas on le d'aliments saurait. interdits non plus du coup dans Non. une perte de poids? Est-ce que pour toi il y a un macro, nutriment qui est plus important, pour la perte de poids que l'autre? On entend souvent que manger des protéines, ça va plus favoriser. Est-ce Alors, que on a tendance à dire ça parce que les protéines, c'est satiétogène, c'est pas très calorique, et c'est satiétogène, donc en fait, ça donne la satiété et ça coupe la faim. Et plus donc que les glucides du coup? oui, Parce qu'en termes de calories, du coup, on est sur c'est 4 pareil. calories Ouais, pareil, ouais. c'est pareil, mais par contre, ça coupe la faim. Ça c'est un effet propre, en fait, que les glucides n'ont pas et donc c'est vrai que, bah, il y a certains régimes qui préconisent ça. Mais après nous, en fait, on s'en tient aux recommandations, qui sont, globalement de 1,2 grammes par kilo, de poids par jour, et c'est tout. Et après, voilà, chez les patients qui sont, sous traitement médicamenteux de l'obésité ou après chirurgie bariatrique, on vise 60 grammes de protéines par jour, OK. Et quel quand que on soit dit leur du poids, coup de poids de corps, une personne qu'on qui ajuste. ouais Ouais. voilà, parce que j'allais dire si une Mmh. personne qui fait, 160 Ouais, kilogrammes c'est par une bonne exemple, question. heu, Quand les patients, ils ont une obésité, on fait les calculs, pour un poids, d'un IMC à 25. d'accord, Voilà, OK. bah, sinon ça fait des apports énormes, hein. Ouais, ouais, bah, c'est Mmh. pour ça justement, ouais, que je demandais ça. Et du coup, après tu as aussi des régimes justement qui sont, hyperlipidiques. Est-ce que, Ouais. Tous, les régimes, restrictifs comme ça, c'est-à-dire qui ne comportent pas toutes les catégories d'aliments, c'est pas bien, globalement. oui, de toute Si façon on doit tu retenir vas un manquer truc, de quelque chose de toute façon voilà, au bout d'un c'est moment, ça. bien sûr. Et c'est exactement, et il manque toujours cette histoire de variété et de plaisir et à un moment donné, on Craquage, lâche. ouais. Mais oui, et on lâche et on reprend et c'est normal et c'est le corps est pas fait pour ça. Et c'est comme les régimes low carb, voilà, il y a eu plein d'études, hein, sur ces trucs, pour montrer que ça ne marchait pas justement, mais on les a préconisés pendant des années, notamment aux États-Unis et cetera, hein. Mais aujourd'hui, on dit, pas de régime, Ouais, c'est aucun. vraiment, ouais, c'est Alimentation équilibrée moi j'ai toujours voilà, le mot en régime réponse à ces sensations c'est alimentaires. péjoratif de toute façon. Ouais, Dès que alors tu mets ça, les gens tout de suite c'est restriction, ouais. c'est pas quelque chose de positif, on va dire. Alors en diététique et en nutrition, c'est vrai que, nous, on parle de régime alimentaire, pour définir finalement la façon dont le patient va manger. C'est vrai que si, voilà, on a un patient qui a une pancréatite aiguë, on va modifier son régime alimentaire, on va modifier
son Sa mode façon de manger, alimentaire, mais voilà, c'est ouais. temporaire en fait, pour, la pathologie en question. Par contre, les régimes en général, à partir du moment où, on exclut une catégorie d'aliments, on limite, les volumes volontairement, en pesant ou, voilà, ou, on nous vend des compléments, des sachets, des trucs, c'est à bannir. Tout ça, c'est enfin, c'est si on entend ça, il ne faut pas le faire. Du coup, les régimes un peu, pour les citer, comme GM, tous Ah les oui, trucs en Weight Watcher qu'on voit à la télé, ouais. non? Non, alors, le problème des choses comme ça, c'est surtout que, en fait, il faut apprendre au patient à gérer son alimentation et à gérer ses sensations alimentaires et en fait, quand il a des repas tout prêts, heu, portionnés, en fait, il s'interroge pas du tout et puis il a beau avoir, son plateau, en plus, enfin voilà, comme j'aime, c'est ça coûte, super cher. Ouais. Il a beau avoir son plateau devant lui, s'il n'a pas été accompagné et qu'on lui a pas dit: «Il faut couper les écrans, il faut être en pleine conscience» et cetera. Bah, déjà qu'il a pas préparé son repas donc voilà, il y a aussi, cet aspect-là. Mais si on lui apprend pas, en fait, à la fin de son processus de régime, Il va ben reprendre. bah, Il oui, faut que parce la personne, qu'il elle soit aura pas impliquée. appris Il faut voilà, qu'elle il soit a impliquée sur cette perte de poids et que, bah, la cuisine, faut y passer. Certaines bah, oui, personnes, je pense que ça doit être une tare, mais mmh, si tu passes pas par là, je pense bah que tu es pas après «formé» entre guillemets à, comment bien manger aussi. bah, ça fait partie, ouais, Du du mode processus. alimentaire, bah, Ouais. oui, oui. Heu, comment du coup bon ça sera peut-être plus une question pour la part, mais comment, parler, du sport vraiment à une personne qui du coup a un rapport assez douloureux, que ce soit à cause de son obésité ou soit par, son enfance ou autre chose? Alors, nous, on demande vraiment, aux patients de faire la différence entre l'activité physique et le sport. Ça, c'est hyper important. On n'est pas dans la recherche de performance et voilà, ce qu'on veut vraiment, c'est augmenter la dépense énergétique et avoir les bienfaits de l'activité physique, sur le métabolisme. Heu, Globalement, on l'important, c'est vraiment de rassurer les patients, de les remettre à l'activité progressivement, heu et finalement, en fait, en étant accompagnés, c'est le mieux parce que, ça leur évite de se blesser, ça les met en confiance, ça leur montre ce dont ils sont capables et pour nous, c'est vraiment important. Heu, mais on a des patients qui vont aller vers le sport, même avec une obésité, hein, à un moment donné parce que, voilà, ma patiente dont je parlais tout à l'heure qui fait de la natation, voilà, c'est du sport en fait, hein, ce qu'elle fait. Mais hem, elle a réussi à trouver, quelque chose qui lui plaisait en décharge, sans se blesser, et elle y prend plaisir. Donc ça, c'est vraiment très important. Oui, de toute façon, c'est vrai que c'est bien parce que c'est pas traumatique. Sur les réseaux, je prends beaucoup les réseaux, parce que c'est vrai que du coup, je Oui, navigue beaucoup là-dessus ouais, pour, justement, trouver des personnes pour le podcast et cetera. Mais, tu vois des gens qui sont aujourd'hui en obésité qui se mettent à courir, des 5 kilomètres, des 10 mmh, kilomètres et ils mettent, road to, UTMB, en 2028 quoi. ouais. Mais ouais, il faut y aller mollo, moi je trouve, tu vois? Parce que comme tu dis, si tu commences à faire des courses à pied, des 5, des 10 kilomètres, tu commences à te blesser, finalement tu vas te dégoûter et c'est là où tu vas peut-être entretenir, Et puis, ils le sont cercle très vicieux à de risque de se l'obésité, hein. blesser, hein, avec un excès de poids, des articulations qui sont pas entraînées. Ils sont plus fragiles, en fait, donc c'est un petit peu déraisonnable et mais bon, c'est l'effet un petit peu, pervers des réseaux sociaux où, voilà, on se lance des défis, on est un petit peu, on est encouragé par, voilà, l'effervescence que ça induit, mais vraiment c'est enfin, faut faire attention, quoi. Mais la natation, c'est bien, mais c'est pas accessible pour tous les patients. Parce qu'il y a des patients qui veulent pas se montrer en maillot de bain, Oui, quand ils sont atteints d'obésité OK. et même sans obésité d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr, bien Mais sûr. et des femmes comme des hommes et alors, si je passe encore, ceux qui n'aiment pas l'eau, ceux qui, aiment pas y aller en hiver, ceux enfin voilà, ça limite beaucoup, mais sur l'image corporelle, c'est très compliqué, hein. Oui, oui, bah, la natation, c'est sûr, oui, pour une personne d'obésité de se montrer, d'avoir, la Mmh. force, parce que c'est vrai que c'est une force quand même d'aller dans un bassin où justement tu peux subir, justement le regard des gens. C'est vrai que ça doit être assez, compliqué, ouais.
Est-ce que tu aurais un message à faire passer justement aux coachs sportifs qui prennent en charge et qui accompagnent ces patients? Bah, vraiment, ce qui est indispensable, c'est de restaurer, la confiance des patients en leur corps, de proposer des objectifs qui sont, réalistes, de valoriser, plutôt la régularité, plutôt que l'intensité et puis surtout de faire le lien aussi avec les professionnels de santé qui suivent ces patients-là. Parce on est tous une équipe en fait, autour du patient atteint d'obésité. Donc tu as parlé justement d'un traitement qui a été, donc mis en place en 2024, c'est ça? Donc c'est assez, Oui, on l'a eu en France en 2024, mais on avait déjà, un premier traitement donc qui s'appelle, Saxenda depuis quelques années. Mais on l'a toujours, hein, mais un petit peu moins puissant probablement que les 2 autres qui sont sortis en 2024. et donc il agit comment sur le corps? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, donc c'est en fait, alors il y a un médicament, donc le Wegovy qui est un agoniste du GLP-1. J'ai parlé que des 2 plus puissants, mais Mmh. et le deuxième, Mounjaro qui est un double agoniste GLP-1/GIP. Le GLP-1 et le GIP sont des, gastro-hormones qui sont, qui sont produites par le tube digestif, des hormones du tube digestif et qui vont, jouer des rôles, dans la physiologie, alimentaire. Le fait d'injecter ces produits, permet, de, ralentir la vidange de l'estomac, de diminuer la faim, d'augmenter la satiété et ça a aussi une action cérébrale probablement parce que ça diminue les envies alimentaires. D'accord. Donc c'est hyper intéressant, pour nous parce que c'est des produits alors c'est des injections hebdomadaires, qui, permettent, d'avoir une perte de poids, mais qui est liée principalement au déficit calorique. Mais, en s'affranchissant de ce problème de frustration et de oui, de frustration dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, ces produits, permettent de faire perdre entre 15 et 22 du poids en fonction de la molécule et d'après les études quoi, en théorie. Mais bon, on voit des résultats encore plus impressionnants, dans la vraie vie, quoi. Et donc ça fonctionne assez bien. Maintenant, c'est des médicaments, qu'il est recommandé d'utiliser à partir d'un IMC à 35. D'accord. Et chez des patients qui sont en échec d'une prise en charge pluridisciplinaire bien menée. Oui, c'est pas tu donnes ça au premier qui arrive, Non, je te donne ça et puis, parce que, donc l'obésité, c'est une maladie chronique, donc c'est une maladie pour toute la vie, et les médicaments, doivent être poursuivis toute la vie. mais vu le tarif, Vu le tarif, c'est un petit peu, compliqué, ouais. prégnant, voilà. Donc on a besoin, de bien faire comprendre aux patients que, ces médicaments sont complémentaires dans la prise en charge, mais sont pas, juste une solution, Oui, c'est pas une solution miracle. miracle. Tu prends Ouais, tu fais l'injection et tu continues à voilà. mal manger et à rester Non, sédentaire de parce ton que côté, c'est quoi. important, parce que ça fait perdre du poids, mais ça fait perdre du muscle aussi. Quand les patients arrêtent le traitement pour une raison X ou Y, ils reprennent du poids, mais ils reprennent plus de gras que de muscle. Logique. Donc ils ont un profil métabolique qui est moins bon qu'avant et puis, en fait, si on ne travaille pas le comportement alimentaire avant et l'activité physique et le rapport alimentaire, même sous traitement, en fait, on n'a pas les effets, pleins finalement de la molécule, quoi. C'est un peu comme une chirurgie bariatrique finalement, parce que si Mmh, tu éduques pas la personne en amont, une mmh, fois qu'elle aura fait la chirurgie, c'est cool, mais derrière, elle va continuer à reprendre ses mauvaises habitudes une fois que le corps pourra le mmh. permettre et l'obésité reviendra, Alors c'est la même chose, et c'est le même principe et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le même cadre de prescription finalement qu'en chirurgie bariatrique. Alors la chirurgie bariatrique, c'est IMC 40 ou 35 avec une complication de l'obésité, et échec de prise en charge pendant 6 à 12 mois. Donc c'est à peu près la même chose, à la différence que, si ça se passe mal sous traitement médicamenteux, on peut l'arrêter alors qu'avec une chirurgie, elle est faite la oui, chirurgie, elle quoi. est Donc, faite, elle est faite, quoi. on a des patients qui font vraiment des bascules anorexiques après chirurgie bariatrique, par exemple, chez des patients qui ont mal été préparés ou qui ont caché des choses en préopératoire, par exemple, ça arrive aussi. Oui, il voulait absolument l'opération, il Voilà. cache des choses Et et puis en fait, il y a une conversion du trouble des conduites alimentaires parce qu'ils peuvent plus
avoir leurs compulsions comme avant et en fait, ils basculent sur, une anorexie restrictive, une boulimie, enfin c'est Mais c'est pour ça que je pense quand on vient vous voir, faut vraiment être honnête et ah transparent à oui, oui. 100%, ne rien cacher et Ah ça, on leur dit, tout au long de la prise en charge, aux patients que vraiment, il faut rien nous cacher, que c'est pas dans leur intérêt finalement. ouais, bien sûr. Heu, pour parler donc de chiffres, on dit que le traitement coûte cher, mais donc du coup, on est entre 250 et 400 € Oui, par mois c'est ça, et donc non remboursé. non remboursé et tu dis donc c'est à vie Ouais, c'est à vie. ensuite? Alors, on attend des études complémentaires pour savoir si on peut faire des traitements séquentiels, si on peut, mettre une dose minimale efficace qui coûtera peut-être un petit peu moins cher. Mais pour le moment, c'est un traitement qui coûte ce prix-là à vie. Alors il y a plein de d'autres molécules qui se développent, hein. C'est, très, très riche, dans le monde de l'obésité en ce moment. On va avoir des traitements encore plus puissants qui vont sortir et on a aussi, des équivalents de ces molécules, mais, en comprimés qui du coup coûtent moins cher à produire Mmh. et donc coûteront probablement moins cher, à l'achat quand on les aura en France. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, mais ça va venir dans les années, prochaines, hein. Et donc tu as quand même utilisé 30 patients qui sont donc sous ce Oui, médicament. moi j'en ai une trentaine, mais j'ai des collègues qui en ont plus encore et puis, mes autres collègues du CSO en ont aussi, pas mal, oui. Après de toute façon, je dis toujours, voilà, ta santé, elle a pas spécialement de prix. Bon après quand tu peux te le permettre aussi, hein, c'est toujours pareil, c'est Mmh. facile de parler comme ça, mais Après, on a des patients, qui se payaient comme j'aime. Bon, ils ont arrêté comme j'aime, pour se payer le traitement médicamenteux. En soi, je pense que c'est intéressant, hein, parce que c'est des médicaments, qui font perdre du poids, mais qui ont aussi plein d'autres actions qu'on ne connaît pas encore très bien, mais qui jouent directement sur les complications de l'obésité. On sait que ça réduit les apnées du sommeil, alors même qu'il n'y a pas encore une perte de poids très significative dès le début du traitement. On sait que, ça réduit l'inflammation hépatique, enfin c'est très, très intéressant, ces médicaments et en plus, il y en a un des 2 qui a déjà montré une belle réduction du risque cardiovasculaire chez les patients, qui, n'ont ja enfin qui étaient en prévention, secondaire, c'est-à-dire qui étaient à très haut risque cardiovasculaire. Ils avaient déjà fait des événements cardiovasculaires et ils n'étaient pas diabétiques et en fait, le traitement, a permis de réduire, le risque cardiovasculaire de façon, très importante, 20. Donc c'est hyper intéressant pour nous, hein. C'est des molécules, enfin qui ont un bel avenir, je pense. du coup donc c'est pas remboursé, mais c'est quand même soumis à, une ordonnance médicale. Oui, Tu peux pas attendre plus mais longtemps. alors maintenant, depuis juin, tout médecin peut prescrire. Après moi, je déconseille aux médecins, qui, ne s'y connaissent pas un petit peu en obésité et ou qui ne veulent pas prendre le temps de d'interroger leurs patients et ou qui n'ont pas une diététicienne, partenaire en fait, qui est un petit peu formée. Je leur déconseille d'utiliser ce traitement parce que c'est quand même, c'est pas anodin, hein. C'est, une perte de 20 du poids, elle peut arriver sur 6 mois, des fois elle peut arriver plus tôt, hein, c'est qu'il y a un problème. Mais il faut voir où sont les problèmes et puis les traiter quoi. Donc c'est vraiment pas facile. Après je sais que bon, c'est beaucoup prescrit en ville. Hem, pour le moment, on n'a pas encore récupéré de complications ou de choses comme ça, mais il va falloir voir dans le temps. Oui, parce que c'est mieux de traiter la cause, en amont Oui, que voilà. vraiment Bah, en prescrire fait, un cette période de 6 mois d'échec de prise en charge pluridisciplinaire, elle est vraiment importante parce que ça permet de travailler et une patiente, qui a, une boulimie, heu, bah, en fait, elle peut avoir une obésité et si elle se fait vomir à chaque fois elle a une compulsion alimentaire, elle peut avoir un poids à peu près stable avec un IMC à 35, mais lui mettre le traitement, médicamenteux de l'obésité, c'est pas du tout une bonne idée, quoi. Elle risque, vraiment d'avoir, une aggravation des troubles des conduites alimentaires, en fait. Donc il faut évaluer les patients et puis il faut voir où sont les contre-indications. Donc ça, c'est important quand même, donc là, il y a beaucoup de travail de formation qui est fait et puis, on va communiquer au maximum là-dessus. heu, comment accompagnes-tu un patient dans une réflexion autour de la chirurgie, bariatrique? Alors, déjà, on évalue la demande des patients parce qu'ils veulent pas forcément, une chirurgie bariatrique. Il y en a qui viennent, très déterminés, pour avoir leur chirurgie, d'autres non. Hem, mais on évalue vraiment,
toute la balance bénéfice-risque, en fait. On évalue les bénéfices qu'on va pouvoir tirer de la chirurgie et les risques et on voit si c'est plutôt en faveur de l'intervention ou non. Après, on en discute avec les patients. C'est toujours, le patient finalement qui aura le Le dernier dernier mot, mot, bien sûr. mais il faut qu'on lui apporte les informations qui lui permettent de choisir en étant, le plus neutre possible et puis, surtout, qui sont en mesure de comprendre ce qu'on lui explique parce que, enfin, tout le monde n'a pas, le bagage d'un soignant ou pour, comprendre tous les enjeux. Mais, à savoir que la chirurgie, elle est prise en charge à 100 par la sécu. OK, Donc, donc rien en charge au patient. non, alors pour l'intervention, en tout cas, le patient n'a rien à sa charge. Par contre, il y a quand même des prélèvements de vitamines, par exemple, qu'on dose, pour dépister les carences, qui sont pas pris en charge par la sécurité sociale. On a la chirurgie, réparatrice, pour les séquelles d'amaigrissement. Tout n'est pas toujours pris en charge, donc ça dépend, Oui, voilà, l'excédent de peau, tout ça c'est ça. qui pourrait en Mais, résulter, ouais. la chirurgie bariatrique en elle-même, oui, elle est prise en charge à 100 D'accord, OK. Oui, parce que les gens, je pense qu'ils viennent avec une idée de chirurgie, mais derrière, ils s'imaginent peut-être pas aussi que ça va être compliqué. Ils disent: «Bon, Mmh. ça y est, on va me faire une chirurgie, puis je perds mon poids et c'est fini». Je Ouais. pense que derrière, tu as beaucoup de complications ou même de restrictions parce que du coup, ben, tu es forcé de plus manger Mmh. comme avant, des Mmh. petites quantités, je Ouais, pense et faut vraiment bien les préparer. Alors, on a des patients qui viennent et qui font un aller-retour, hein, quand, ils apprennent ce qui ce que ça peut engendrer, ben, voilà, on les revoit plus. Alors c'est dommage parce que ça veut dire qu'on n'a pas réussi à oui, donc tu vas les à convaincre amener qu'il y a les choses. d'autres solutions, oui. Voilà, mais après, voilà, il y a des patients qui sont vraiment bien observants pendant toute la prise en charge, qui évoluent bien et qui sont opérés, mais une fois qu'ils sont opérés, on les perd de vue. Ça, c'est un problème aussi, hein, parce qu'en fait, après chirurgie bariatrique, il faut un suivi, à vie et après, bah, voilà, on a des patients, voilà, qui ont un suivi un petit peu plus compliqué, mais finalement, bah, on les opère, ça se passe bien et on voit tout, quoi. Mais c'est quand même assez douloureux, je pense à l'après. Ben, pas tellement. Sur la chirurgie bariatrique, les patients s'en plaignent vraiment pas. Après, c'est une cœlioscopie, hein, donc c'est juste des petits orifices de trocar. Il y a pas de grosses cicatrices, sauf si, c'était pas aussi simple que prévu, mais normalement, c'est vraiment une petite, intervention. Enfin, une petite intervention, une petite, incision et voilà. Par contre, la chirurgie des séquelles d'amaigrissement, la chirurgie plastique, ça, apparemment, c'est très douloureux. Les patients, sont même surpris parce qu'en général, ils nous disent, «Ah vraiment, je m'attendais pas à ça parce que, ah bah, la chirurgie bariatrique, c'était rien et puis, là, Chirurgie c'est vraiment esthétique, très derrière, c'est autre douloureux, quoi». chose, ouais. Mmh. Tu peux contrecarrer, on va dire ça, si tu te mets un peu peut-être au sport ou pour raffermir un peu la peau qui va devenir un peu plus Alors, tonique ou un petit peu, mais il y a quand même une part d'ancienneté de l'obésité, de génétique, globalement, voilà et puis de localisation de la graisse. Alors souvent, les hommes, par exemple, ils ont beau avoir beaucoup de graisse intra-abdominale, ils ont des tabliers qui sont moins importants après la perte de poids, surtout les hommes jeunes. Chez les femmes, bon, comme il y a souvent eu des grossesses et cetera, la peau, elle est quand même un peu plus, distendu? distendue et elle se remet moins en place et on est souvent, contraint de leur proposer une, réparation, quoi. C'est «obligatoire» entre guillemets, Ah tout le non, monde non, y passe ou? ils font comme ils veulent, c'est pas du tout obligatoire. Il y a des patients qui ont un petit tablier qui les gêne pas et ils veulent rester comme ça. Maintenant, moi je leur conseille toujours de rencontrer le chirurgien, d'en discuter, de voir, parce qu'il peut y avoir quand même une bonne base prise en charge par la sécurité sociale. En fait, ça dépend du médecin conseil, c'est soumis à entente préalable. Et puis ça dépend du dépassement d'honoraires du chirurgien plasticien et voilà donc moi je leur conseille de se faire évaluer quand même. Mais le problème, c'est en fait quand on a un tablier abdominal, ça fait un pli, un pli en fait sous le tablier, et le risque c'est de la macération, les infections, l'inconfort en été, donc voilà on peut prescrire des gaines, des choses comme ça, mais c'est pas toujours, hyper, confortable et puis bon, il y a des jeunes, qu'on opère qui ont 28 ans, enfin voilà, s'ils ont toute leur, vie à faire avec ce tablier, enfin ça vaut peut-être le coup de se faire opérer et de voilà. Autant
les plastides de la racine des membres, donc le haut des cuisses et le haut des bras, en général, c'est vraiment de l'esthétique, c'est pas forcément Dérangeant. une gêne fonctionnelle, quoi. Mais un tablier, ça peut être gênant dans la vie de tous les jours, quoi. Oui, surtout si tu décides après de te remettre au sport ou, Oui, ou ouais, d'autres, ouais, il y en ça a peut qui être sont dérangeant. gênés, Ouais. ouais. Est-ce que tu as une belle réussite à nous faire part? Ouais, alors je pense à un patient, on a un patient qu'on suit dans le service depuis des années, alors, qui, avait une obésité très sévère. Alors il pesait 191 kilogrammes quand on l'a vu, la première fois. J'ai plus la taille en tête. Mais il était, très limité dans sa vie quotidienne. Voilà, il arrivait même plus à mettre des chaussures, donc il se déplaçait en chaussons OK. partout, quoi, dans sa vie de tous les jours. Il avait plus d'emploi parce qu'il était, chauffeur, de bus et en fait, il pouvait plus monter dans son bus, enfin, c'était assez Il y a plus de compliqué. place entre le volant et le siège, Ouais c'est ça? OK. et alors que c'est un poste assez large, hein, mais, Ouais, il bien était trop sûr, mais gêné et il avait perdu du poids avant sa chirurgie bariatrique déjà dans le cadre de la prise en charge, du comportement alimentaire et cetera. Et donc il était passé de 191 à 171 kilogrammes déjà, avant l'intervention, ce qui est déjà une perte, ouais, une belle importante perte, ouais, bien sûr. et aujourd'hui, alors là on est à quelques années post-opératoire, il fait, 112 kilogrammes. Donc là, ça lui fait un IMC, à 32. Alors il a toujours un IMC supérieur à 30, hein, bien sûr, mais vu d'où il Oui, voilà, partait, faut voilà, prendre tout en compte, ouais, bien en sûr. fait, 32, c'est une super réussite, mais en plus, il a vraiment amélioré sa qualité de vie. Donc il s'est remis à bouger, heu, il a retrouvé un boulot et il est à nouveau chauffeur de bus et il est content. En fait, il est très content de l'évolution de sa vie et puis il remet des chaussures. J'allais dire, est-ce qu'il a quitté ses chaussons? Ouais, il remet des chaussures donc ouais, c'est vraiment, c'est un beau parcours, quoi. OK. Quel âge à peu près, si tu peux le donner, je sais Il pas? a 50 ans, OK, donc oui. entre 45 et 50. Il devait avoir 45 quand on a commencé à le suivre, je pense. Ah ouais, donc ouais, c'est quand même pas mal. C'est vrai qu'on dit toujours c'est plus difficile de perdre du poids, quand on est plus âgé que jeune. C'est vrai, oui. Donc ouais. Pourquoi d'ailleurs? Alors, bah, notamment parce qu'il y a les régimes à répétition qui, induisent une résistance à la perte de poids et donc D'accord. plus on a fait de régime dans sa vie, enfin, en théorie, plus on est âgé, plus on a fait de régime et plus, voilà et puis il y a le rôle des hormones aussi, hein. La ménopause, chez les femmes et cetera, tout ça, ça freine un peu la perte de poids. OK. Heu, Qu'est-ce qui toi, te fait dire qu'un patient va dans le bon sens? Alors, qui ressente un bien-être, qu'il ait qu'on ait une bonne relation, entre les soignants, et le patient, moins de troubles des conduites alimentaires, moins de contrôle alimentaire, un poids au moins stable. Mais voilà, enfin, du moment que lui ne nous dit pas: «Mais je prends du poids, je peux», enfin voilà, nous ça nous va et puis la reprise d'une activité physique adaptée, c'est le plus important finalement tout ça. Si tu pouvais corriger, une idée reçue sur l'obésité, dans le grand public, ce Ah serait bah, laquelle? que l'obésité n'est pas un manque de volonté. Ça, c'est vraiment, le plus important parce qu'il y a encore énormément, même chez les soignants, hein, on entend ça, hein, donc alors si on l'entend chez les soignants, c'est sûr que dans la société, voilà, ça Oui, ça ressort doit être assez décuplé, souvent, bien sûr. ça, c'est vraiment, important. En fait, il faut aider les patients, il faut pas les juger parce que le jugement va aggraver les choses et va les isoler, va retarder la consultation et donc c'est hyper important, d'être bienveillant finalement et et intégrer que les patients ne sont pas responsables de leur maladie. Parce que bon, il y a des gens qui réfléchissent comme ça aussi. Et aux personnes qui sont en obésité, mais qui n'osent plus consulter, est-ce que tu aimerais leur passer comme message? Qu'on peut les aider, qu'on peut les aider avec, voilà, écoute, bienveillance, pas de jugement encore une fois. C'est long, c'est difficile, c'est pas facile de venir à la première consultation. Moi, j'ai souvent des patients qui sont très stressés à la première consultation, hem et qui ont peur de ce que je vais leur dire, en fait. Alors que, des fois, à la fin de la consultation, les patients me disent, «Je suis tellement soulagé docteur que vous m'ayez pas jugé». Mais c'est grave parce que ça veut dire qu'en fait, ils ont vécu le jugement de la part d'autres soignants, plusieurs fois dans leur vie probablement et en fait, bah, ça devrait me faire plaisir peut-être d'entendre ça, mais moi ça me fait, enfin, au contraire, ça me fait un Ouais, peu de c'est la peine. inquiétant, ouais. Ouais, parce que je me dis que c'est
voilà, on a vraiment beaucoup de choses à changer. Mais voilà, en fait, les patients qui osent pas consulter, il faut se dire que voilà, ça va être difficile la première fois et puis, petit à petit, ben, voilà, ils vont être, au sein d'une équipe, on va bien s'occuper d'eux, et finalement ça va aller de mieux en mieux. Donc il faut oser, quoi. Après, il y a autre chose peut-être de disponible, on va dire, qu'un centre spécialisé de l'obésité? Alors, Parce bah, que du coup, sur le si tu es loin, territoire on va dire, d'une grande ville, que tu peux pas avoir accès à ce centre qui est complet, est-ce que du coup, alors sur le territoire, français, ouais. nord-lorrain, on va Ouais, ou dire, même Nord-Lorrain, par on a exemple, ouais. déjà, bah, alors on a la clinique Claude Bernard et l'hôpital Schumann, sur Metz, qui font de la prise en charge de l'obésité avec de la chirurgie bariatrique. Mmh. On a, sur, Yutz, la clinique Sainte-Élisabeth qui fait de la prise en charge médicale et qui fait aussi de la prise en charge chirurgicale avec, la clinique Ambroise Paré. On a, Mont-Saint-Martin aussi, qui, fait de la chirurgie bariatrique. Mais, on a, alors ça c'est le problème, des médecins nutritionnistes de ville, il y en a vraiment pas beaucoup. En général dans les grandes villes, hein, ça c'est sûr que on va pas aller, en Moselle-Est pour trouver, un médecin nutritionniste. Mais, en fait, l'idée, c'est que les médecins, libéraux, généralistes, gagnent en compétences dans l'obésité et soient capables de prendre en charge les patients qui ont les obésités les plus simples, finalement. Pour, éviter à ces patients de venir à l'hôpital et qu'ils puissent avoir un suivi de proximité, près de leur domicile. Et ces médecins, peuvent travailler en lien avec les diététiciennes, les psychologues, libéraux de leur secteur. Et donc, nous, en tant que CSO, on est en train de recenser tous les libéraux qui veulent bien travailler dans l'obésité, diététiciennes et psychologues pour le moment. Et ces praticiens, on va les former. Alors ils vont bénéficier d'une formation par le CHU et une formation complémentaire avec nous et pouvoir travailler en lien, en fait, et s'envoyer mutuellement, des patients dont les prises en charge relèvent plutôt de l'autre, niveau. Ouais, donc faire vraiment des petits partenariats entre, Exactement, ouais, médecins donc on est en train de mettre ça en et place. praticiens. OK. Bon, bah, écoute, j'ai terminé avec mes questions, mais j'ai encore une petite série de questions que je t'ai pas envoyées. Comme ça, celles-là, tu pas pu les préparer. Ouais, il y en avait Heu, déjà dans le lot, hein. Selon toi, quelle est la meilleure source de protéines? Ouh là! Bah, enfin alors meilleur, un c'est un terme un petit peu bizarre, mais je dirais la plus avec les protéines de meilleure qualité, les plus, facilement métabolisables et le plus dense en protéines, bah, la catégorie des viandes, poissons, œufs, c'est plutôt ça. Après, enfin, typiquement, nous, dans l'obésité, on a des patients, en après chirurgie bariatrique ou sous traitement médicamenteux de l'obésité, sont pas très intéressés par, cette catégorie-là et du coup, on essaye de compenser avec, les produits laitiers. OK, style? Oh bah, style, les fromages à pâte dure, les enfin ou même les fromages blancs, les voilà, tous ces la crème, enfin OK. Quel est le meilleur, repas plaisir? Pour toi, déjà? Qu'est-ce ah! Pour moi, qui te fait le plus plaisir? moi personnellement, les sushis. Ça revient beaucoup ça. Voilà, Ça revient beaucoup. voilà, bon après, Et quel est le meilleur repas plaisir, par exemple, des patients que tu reçois, généralement, c'est je quoi, sais pas, je leur pose pas la question. non, c'est pas, Peut-être que la diététicienne le fait. Moi, j'ai pas j'ai pas le temps de demander ça en plus, mais après, c'est pas forcément le meilleur. Enfin, c'est celui qui leur occasionne le plus de plaisir, ouais, mais ça peut être tout et n'importe quoi et du moment que, en fait, le plaisir est là, c'est important. donc toi, c'est les sushis, je retiens. Voilà. Si tu devais donner, un conseil, bien-être, ce serait quoi? Hem, de s'écouter, de respecter son corps et de respecter ce que le corps, dit. Est-ce que tu as une, citation ou une phrase motivante qui t'inspire au quotidien? Alors non, pas vraiment. Heu, Un truc un peu motivant que tu pourrais peut-être dire aux patients ou non, après voilà, ce que je redis à chaque consultation, je pense, c'est que c'est pas un problème de volonté.
Mais ça, je pense que on l'a suffisamment redit On l'a pendant redit. tout l'entretien. Est-ce que tu donnerais un conseil particulier au toi d'il y a 10 ans? Ouais, alors c'est une bonne question. J'aurais aimé la préparer parce que faut quand même bien réfléchir. Mais ouais, j'aurais aimé savoir à l'époque à quel point le comportement alimentaire est important et à quel point c'est important de s'écouter. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert au fil des années. Et j'aurais aimé savoir que ça allait tellement bouger dans les traitements médicamenteux notamment. Euh, Parce que là, vraiment, on est au début. Et je pense que c'est vraiment les années à venir, elles vont être hyper intéressantes pour nos patients. Donc là, tu es resté vraiment qu'un conseil professionnel. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Moi? Ouais. Ici. OK. Ouais, toujours. Toujours au même poste, toujours. Ah ouais, toujours pareil. OK. Ouais. Bah, j'espère en tout cas. Ou alors mieux, mais je vois pas comment. Enfin, moi, je suis très contente de venir travailler le matin. J'ai pas du tout l'impression de venir travailler justement. Ouais, c'est un peu un métier passion, quoi. Ah oui, oui. Mm. Bah, c'est bien, tant mieux, parce qu'il y en a pas Mm. beaucoup qui ont Oui. des métiers passion. Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours? Bah, pro, oui, parce que avec le CSO, on est en train de développer beaucoup de choses. Donc, voilà, c'est partenariat avec les libéraux. Dans la dénutrition, on va monter des choses spécifiques à l'hôpital pour améliorer la prise en charge de la dénutrition chez les patients qui ont des cancers du pancréas, probablement. Sur tout ce qui est dans en diabète, on est en train on a des projets aussi hyper intéressants. Donc là, oui. Après, sur le plan personnel, non, je je sais pas quoi dire. Je Il y a pars pas en de vacances. souci. Non, mais c'est déjà C'est un super projet à court non, mais c'est vrai que terme. des fois, généralement, c'est genre dans le sport, donc des fois, ça peut être une compétition ou Ah des oui, choses bah comme ça oui, qui se alors mettent en oui, bah place. moi j'ai 2 semi-marathons prévus bientôt, donc je m'entraîne. OK, donc une Voilà. coureuse. Oui. Voilà. Ouais, moi D'autres je suis sports une à côté? coureuse. Non. OK, Enfin, c'est déjà bien. bah, pas de la rando quoi, mais Ouais, non, voilà, bah, c'est un c'est peu OK. pareil, mais non, oui, non, de la course et surtout du trail, mais là, c'est plutôt de la route en ce moment, quoi. OK, top. Heu, est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast pour moi? Ah! Et ben, peut-être, notre psychologue. OK. Après, sur quel versant, je sais pas. Ouais, bah, à développer, Ouais. mais ouais, non, je prendrai le contact. Tu m'enverras l'email. Ouais. Comme ça, je Ouais, pourrai non, la ça peut être contacter intéressant, je pense. et OK, bah, écoute, je prends, ça marche. Et ben, merci beaucoup. On va le clôturer ici Bah, merci à toi. et puis, à bientôt. À bientôt. Si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, c'est que l'obésité n'est ni une faute, ni un manque de volonté, mais une réelle pathologie complexe qui mérite écoute, temps et accompagnement. Merci au docteur Coralie Métavant pour la clarté, la pédagogie et l'humanité apportée à ce sujet trop souvent simplifié. Si cet épisode t'a plu, fais-le tourner autour de toi, partage-le un maximum sur les réseaux, sur Instagram. Je repartage les identifications dans les stories. Abonne-toi au podcast, laisse-moi une note, un commentaire et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, tu connais la devise, on reste focus et on enclenche le changement. À plus. Focus Podcast.